Bonjour à vous, et puis c'est un plaisir de pouvoir communiquer aujourd'hui. Je remercie Andrea et l'ensemble des organisateurs de ces journées, parce que le programme est vraiment passionnant. Euh, je suis maître de conférence à l'Université de Lorraine en sciences de l'information et de la communication. Je suis chercheur au CREM, donc le Centre de recherche sur les médiations. Et je vais vous parler aujourd'hui donc d'agribashing. Et je vais revenir un petit peu sur le contexte de ce travail et sur les éléments qui le composent. Alors, c'est le plan de la présentation. Donc, ce sera en trois parties, hein, avec une partie effectivement autour du contexte de l'étude et pourquoi est-ce que j'ai choisi de travailler sur ce sujet-là. Je reviendrai sur l'étude plus précisément, sur sa méthodologie et puis un petit peu sur le corpus. Et puis, bien sûr, effectivement, les résultats qu'on pourra discuter et qui sont en lien avec les questions qu'on se pose aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. Alors, tout d'abord, le contexte, hein, quand est-ce qu'est apparue cette notion d'agribashing, quand est-ce qu'on a commencé à un petit peu en parler, et surtout, qu'est-ce que ça traduit en fait, hein? Est-ce que ça traduit une réalité vécue par les agriculteurs en France? J'ai vu que le terme circulait aussi en Wallonie, donc il diffuse, hein, simplement, il n'est pas simplement dans la France. Ou est-ce que c'est un mythe disons, voire un petit peu évanescent et qui serait, comme le soulignent certains, juste un terme lié à la communication? Alors, les premières mentions en fait, de ce terme, elles ont eu lieu sur Twitter. Hein. Donc, c'est un terme qui est né sur Twitter, et c'était à l'occasion d'une conférence lors du Salon de l'Agriculture en mars 2016. Et c'est Gilles Rivière-Werkstein, donc, qui est un journaliste, alors je vais mettre des guillemets autour de ça, qui tient la lettre d'information agriculture et environnement, qui a le premier évoqué cette notion d'agribashing. Hein. Alors, pour celles et ceux qui la connaissent un petit peu, la lettre agriculture et environnement, c'est une lettre d'information qui est grosso modo sponsorisée par l'industrie phytosanitaire. Hein. Il vend des abonnements de cette lettre à plein d'entreprises du secteur et aussi à d'autres acteurs de l'agriculture intensive, on va dire ça comme ça. À côté de ça, il y a un travail un petit peu journalistique sur certains aspects, mais c'est quand même bien souvent des textes de promotion de l'agriculture et de debunking, comme il le dit lui-même, de tout ce qui serait les mythes autour de ça. Il a écrit plusieurs ouvrages où il casse le bio, il casse plein de choses. Hein. Donc, c'est un travail assez intéressant. Donc, c'est le premier à parler d'agribashing, et en fait, il parle au départ d'agriculture bashing. Donc, il y a eu un flottement entre les termes au départ. Est-ce qu'on parlait d'agriculture bashing ou d'agribashing? Et donc, c'est le premier, effectivement, à mentionner ça. Alors, ça va faire suite le terme va se diffuser un petit peu, il va commencer à prendre, il va s'amplifier dans début des années 2017, et en 2018, il y a un figement autour de la notion d'agribashing en tant que tel, et c'est Eddy Fougier, qui est un chercheur, un politologue, qui va produire, un consultant aussi, hein, qui va produire un rapport qui s'appelle Le monde agricole face au défi de l'agribashing, rapport commandé par la FNSEA, et il en tirera un ouvrage par la suite, hein, qui s'appelle Malaise dans le monde agricole, Malaise à la ferme, je crois, si je me souviens bien. Et dans ce rapport, il parle de l'intensification, de l'élargissement, une radicalisation, une plus forte visibilité de la contestation du mode de production agricole conventionnelle. Et c'est bien ce qui est important de préciser, c'est le mode de production agricole conventionnel qui est ici remis en cause. Donc le terme, il circule dans la revue Paysans et Société. Alors c'est une revue aussi particulière, hein, c'est une revue qui est quand même très connotée agriculture intensive par moment. C'est très compliqué de savoir un petit peu qui est le comité éditorial. C'est une revue un peu obscure, elle est sur Cairn, mais il y a des choses, donc s'il y en a qui ont des informations sur Paysans et Société, je pense qu'il y a un travail à faire sur Paysans et Société. Et il y a un article plusieurs articles, hein, c'est là que le terme revient le plus souvent si on cherche à le voir, où est-ce qu'il est un petit peu figé d'un point de vue, cette fois-ci, dans les revues. C'est
systématique sur les réseaux sociaux et dans les médias des agriculteurs conventionnels. Et alors, eux, ils mettent des guillemets à conventionnels parce qu'ils contestent la notion même de conventionnel, ceux qui nourrissent l'essentiel de nos concitoyens. Donc ça, c'est la partie réalité pour les acteurs pour qui ce terme est installé et désigne une réalité qui décrirait le monde agricole. Après, il y a une partie mythe. Alors, en 2019, Ouest France, on va en reparler, Ouest France, c'est le journal qui a le plus parlé de ce terme-là, ils vont le consacrer, le mot agribashing, comme mot de l'année, 2019, dans leur abécédaire, et ils parlent d'un objet un peu étrange. On se demande s'il condamnera toute remise en cause du modèle productiviste et industriel imposé aux paysans dans les années 60. Donc il y a une notion un petit peu plus critique quand même, où on parle que c'est quand même un objet un peu bizarre. Est-ce que ça décrit un sentiment réel? Alors il parle de problématiques réelles qui ont été, qui sont manifestées par l'agribashing, et en même temps, on se demande si est-ce que c'est pas un terme un peu communicationnel. Et alors, en 2020, Stéphane Aurel, Stéphane Foucard et Sylvain Laurens, qui est lui, donc ces deux journalistes et un directeur de recherche à l'EHESS, eux ont été plus clairs, enfin plus radicaux dans leur définition du terme. Pour eux, c'est le point Godwin de la critique du système agricole intensif, tout simplement. C'est l'idée de dire que à partir du moment où on veut se mettre court à toute critique, à toute discussion autour du modèle agricole actuel, donc mettre en doute la transition et nier la transition dans le monde agricole et les enjeux aussi effectivement scientifiques qu'il y a autour, on utilise le terme d'agribashing. Et pour eux, c'est effectivement ce qu'ils appellent donc le point Godwin. Vous savez, cette référence à ce point qui existerait sur Internet, où à partir du moment où on fait une référence au nazisme et ça stoppe toute discussion, on part dans un aspect polémique très, très affirmé. Donc ça, c'est un petit peu un cadrage un petit peu de ce terme et de sa circulation, des débuts de sa circulation. Comment est-ce qu'il va s'installer? Au-delà de ça, le contexte, il est aussi, si je puis dire, institutionnalisé par l'État et par deux ministères, donc le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur, qui vont mettre en place, au départ, des observatoires de l'agribashing. Alors ça, c'est avril 2019. Il y a eu une dizaine d'observatoires départementaux de l'agribashing qui sont mis en place. Le premier s'est installé dans la Drôme, il y en a eu dans plusieurs régions, il y en a un dans les Vosges, il y en a un peu partout qui sont mis en place. Et il s'agit de vérifier ce qui se passe, de vérifier les attaques, de vérifier les intimidations, les insultes, mais aussi les intrusions, les vols. Il y a une grosse problématique de vol dans le monde agricole, mais aussi des questions un peu plus larges de malaise. Ça fait suite à un rapport qui a été fait aussi sur la question des suicides dans le monde agricole. Donc il y a plein d'éléments qui conduisent à mettre en place ces observatoires par le ministère de l'Agriculture. Et à la suite de cette institutionnalisation dans des observatoires, on va aller à un cran au-dessus, où cette fois-ci, on va mettre en place ce qu'on appelle la cellule Déméter. Alors, la cellule Déméter, c'est une cellule dont le terme circule beaucoup actuellement dans les milieux des associations animalistes ou des associations environnementalistes. On en reparlera un petit peu. Et elle est mise en place dès le 13 décembre 2019 par Christophe Castaner, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, et le terme d'agribashing est de nouveau posé. Voilà, ces phénomènes dont nous devons les prendre très au sérieux, qui gâchent la vie des agriculteurs, inquiets chaque jour de savoir ce qui peut leur arriver, ils nourrissent l'agribashing, la défiance et l'hostilité. Alors je reviendrai un petit peu plus tard sur la cellule Déméter et sur son mandat, mais aussi sur les problématiques qu'elle peut poser. Et je vais m'intéresser maintenant à l'étude. Donc tout ça pour montrer que d'un terme qui est parti sur Twitter, qui a été mis en place par un journaliste pro-lobby, pro-agriculture intensive, si je puis dire, ou conventionnelle, peu importe le terme un petit peu, mais très clairement anti-transition, on en est venu à créer une cellule mise en place par le ministère de l'Intérieur et avec des moyens importants de gendarmerie, de police judiciaire, pour tout ça, à chaque fois, essayer de décrire un phénomène qui reste quand même assez flou et dont la définition est quand même, pour l'instant, assez bizarre et flotte entre des enjeux liés à des problématiques de vol et des problématiques plus floues. Donc on en parlera. Donc l'étude en question,
Hein, alors, je me suis intéressé à la médiatisation et la circulation de cette formule. Alors, je parlerai plus tard, je reviendrai en conclusion sur pourquoi est-ce que je parle de formule ici, sur la manière dont cette formule, elle sert à cristalliser des tensions dans le monde agricole et notamment autour de la tension sur la transition, enfin, autour de la transition agricole. Donc, j'ai essayé de voir comment est-ce que le concept est apparu et s'est inscrit peu à peu dans l'agenda médiatique. Comment est-ce qu'il a circulé? Pour ça, j'ai fait une étude de la presse quotidienne et régionale et de la presse quotidienne nationale d'octobre 2018 à octobre 2021. Alors, avant octobre 2018, le terme ne circule pas dans la presse. Hein, donc, c'est pour ça que j'avais pris des bornes plus larges, janvier 2017, mais il ne circule pas. Et la première fois où il apparaît vraiment dans la presse quotidienne régionale, c'est octobre 2018. Et il y a encore quelques mentions là récemment, mais le terme disparaît un peu pour l'instant des radars. Le dispositif Déméter. Alors, je n'ai pas fait de recherche sur le dispositif Déméter, mais il sera intéressant de faire une étude complémentaire sur le dispositif Déméter en tant que tel. Et en complément des autres éléments d'étude, j'envisage aussi un travail de traitement automatisé du langage sur le corpus. C'est un corpus assez large, hein, plus de presque 1500 publications. Et j'ai analysé un petit peu donc, les discours, on va revenir sur ça. Donc, sur l'inscription à l'agenda médiatique du terme, ce qu'on remarque, c'est que le pic de l'attention médiatique, il a lieu entre septembre 2019 et mars 2020. Il y a un premier pic autour de février 2019, janvier-février 2019, et en fait, c'est lié aux élections dans le monde agricole qui ont eu lieu au début de l'année 2019, et notamment les élections syndicales, qui ont vu la victoire à 56% à peu près de la FNSEA et à des jeunes associés au syndicat des jeunes agricoles. Et ce pic médiatique, on le retrouve aussi si on fait une analyse un petit peu de comment est-ce que le terme a circulé et quels sont les intérêts qui circulent sur le terme sur les réseaux. On retrouve que c'est autour de novembre 2019 qu'il y a un pic dans Google Trends et avec notamment une recherche associée à chaque fois autour de la notion de définition. Donc les gens posent la question de savoir c'est quoi l'agribashing? Pourquoi est-ce qu'on parle d'agribashing? Donc il n'y a pas simplement une circulation de ce concept dans la presse qui va atteindre vraiment son apogée sur cette période de 6 mois. Il y a aussi une attention dans les réseaux, sur Internet, et un questionnement des individus sur savoir qu'est-ce qu'on entend par ces définitions. Alors, je précise que Europresse, il y a quand même des limites en termes de corpus. Il y a des parties de corpus il y a des journaux de presse quotidienne et régionale qui ne sont pas mis en visibilité parce qu'ils ne sont pas archivés par Europresse, notamment le Républicain Lorrain et les dernières nouvelles d'Alsace, qui résistent farouchement à leur archivage sur Europresse. Bon, ce n'est pas catastrophique, mais ça peut créer un petit biais sur ça. Alors, en termes de requêtes associées et de cadrage médiatique, en fait, j'ai essayé d'analyser un petit peu les mots, les termes qui reviennent le plus souvent dans ce corpus. Et on sent que le cadrage médiatique a été légèrement différent, même s'il y a un cadrage qui est quand même très centré autour des syndicats. FDSEA, FNSEA reviennent très souvent, c'est des mots qui reviennent très souvent. Mais il y a aussi d'autres choses qui reviennent. Il y a la notion d'élevage, et c'est l'élevage qui est qui est à la fois dans le corpus presse nationale et dans le corpus presse quotidienne régionale, c'est la notion d'élevage, d'éleveurs, les animaux, les antispécistes, l'animalisme. Donc, il y a une cristallisation autour de l'élevage. Autre chose qui revient un peu moins visible, mais qui reste quand même présente, c'est une notion de pesticides, de produits phytosanitaires, de glyphosate. Et on verra par la suite que c'est en fait aussi un point de crispation. Donc, deux nuages de mots. Alors ça, c'est sur les 40 termes les plus présents dans le corpus, en excluant bien sûr tous les autres éléments qui ne sont pas intéressants. Et on reviendra un peu là-dessus après. Alors, je me suis intéressé après à la cellule Déméter, alors même si ça fera l'objet d'une étude plus spécifique, notamment sur le dispositif en tant que tel et sur les documents d'accompagnement et des scores qui ont été mis en place pour parler de ce dispositif. Le périmètre de compétences de la cellule Déméter est extrêmement intéressant. Alors, il y a des actes crapuleux, donc les vols, etc., qui reviennent très souvent, mais il y a aussi autre chose, et là, c'est le point qui a un petit peu crispé une partie de l'opinion, et notamment dans les mouvements de militants animalistes ou antispécistes ou environnementaux, c'est que cette cellule elle est chargée de surveiller des actions de nature idéologique.
Donc, on en crée en fait un petit peu, je vais utiliser un terme un peu fort, mais une police de la pensée, hein, en disant, voilà, toutes les actions de nature idéologique tombent sous le coup de la cellule Déméter qui enquête. Donc, en fait, on met en place une police qui, à l'instar de ce que font les renseignements généraux, doivent travailler sur les actions de nature idéologique, mais aussi de dénigrement. Donc en fait, tout le dénigrement et toutes les actions, ce que la convention qui a été signée notamment avec le syndicat, la FNSEA et les jeunesses agricoles revient beaucoup là-dessus, c'est l'idée que tout dénigrement du modèle agricole conventionnel est en soi une action à surveiller, une action potentiellement problématique. Donc là, on est clairement dans un dispositif public-privé de partenariat entre des syndicats et la police, enfin la force de police de l'État, hein, incarnée par la gendarmerie, un dispositif public-privé qui doit surveiller tout discours qui serait contraire à une vision normée de l'agriculture et donc qui s'opposerait à une discussion autour de la transition parce qu'elle est considérée comme idéologique. Donc il y a quand même un point ici qui est assez problématique. Donc là, je vais partir un petit peu sur l'analyse des résultats un petit peu plus en amont autour de ça, sur ce que les premiers éléments de l'étude ont pu montrer. Donc voilà, là je vous ai mis une caricature qui est circulée un petit peu dans les réseaux, hein, politique de répression du délit d'opinion par observatoire d'agribashing, hein, donc où les préfets sont en première ligne hein, pour organiser ça, hein, et avec plus ou moins de zèle dans certaines régions. Donc, ce qu'on constate hein, sur le corpus de presse hein, et sur notamment le corpus de la PQR, c'est que ce sujet a été très fortement suivi dans les bassins d'élevage, hein, ce qui est à peu près cohérent avec les éléments qu'on a pu voir en première analyse. Alors, il y aura un travail de traitement automatisé du langage hein, avec des collègues qui utilisent des algorithmes de traitement du langage pour justement analyser le corpus plus en détail. Mais ce qu'on voit bien, c'est que c'est les quotidiens régionaux, notamment Est-France, mais aussi Sud-Ouest, etc., les quotidiens de l'Ouest en grande partie. Ce qu'on retrouve ici sur la carte, hein, ce que vous pouvez voir, c'est les zones ici. Ça, c'est le recensement qui a été fait là, qui vient de paraître sur l'état de l'agriculture en France et des exploitations. Donc, c'est essentiellement dans les zones très fortement dominées par l'élevage que la notion d'agribashing, elle a été un petit peu, je dirais, médiatisée fortement. Donc ça traduit vraiment un intérêt de la part des médias, mais aussi de la part des syndicats qui ont fait beaucoup de manifestations autour de ce sujet, et ça a été repris dans la presse. Donc il y a vraiment une polarisation autour de ces éléments géographiques, hein, si je puis dire ici. Ce qu'on se rend compte, c'est que la politisation de ce malaise hein, agricole, elle traduit néanmoins des problématiques, je dirais, tout à fait légitimes hein, de questionnement du monde agricole, notamment tout ce qui va être la question de savoir quelle est la place des agriculteurs dans la société française, les contraintes administratives qui reviennent très souvent lorsqu'on lit les textes, les contraintes autour de l'opposition de la population face aux activités agricoles, hein, ou une perception de l'opposition des populations face aux activités agricoles. Ce qui culmine, c'est que le terme agribashing, en effet, il a, comme vous le voyez sur le pic de publication, c'était autour de la campagne lancée par la FNSEA, France, veux-tu encore de tes paysans, entre octobre et novembre 2019. Donc c'est à ce moment-là que le terme agribashing a été le plus utilisé et surtout le plus diffusé par le biais de... Donc, les termes traduisent effectivement des problématiques de malaise, hein, mais aussi une véritable politisation de ce malaise hein, par un acteur, par un syndicat, donc qui a une position d'acteur de lobbying dans la société. Donc, la cristallisation autour des enjeux de l'agriculture et de la transition agricole, elle se fait autour de deux enjeux spécifiques, hein, les pesticides et l'élevage, comme le montrait le terme, à la fois sur les zones de non-traitement. Donc ça, c'était un point qui a cristallisé beaucoup l'attention et qu'on voit souvent revenir, c'est le fait qu'il y ait une interdiction... je pense que... Oui. Je profite pour dire qu'il y a encore 2-3 minutes. Parfait. Oui, on n'a plus de temps en PowerPoint, par contre. Oui, je pense que quelqu'un a essayé de prendre le partage, et ça...
ça a craché. Donc les zones de non-traitement et le glyphosate, hein, c'est ce qui a beaucoup cristallisé l'attention des populations, et enfin ce qui revient beaucoup dans la presse. Et l'élevage aussi, avec les intrusions, l'antispécisme, et tous les rejets un petit peu, le terme L214 revient assez souvent, les actions des militants antispécistes qui vont filmer dans les exploitations, ça c'est quelque chose qui est extrêmement mal perçu et qui revient beaucoup dans la presse. Merci aux autres personnes de couper leur micro, s'il vous plaît. Enfin, il y a un point qui est intéressant aussi et qui revient lorsque cette fois-ci on a un contrepoint de la part des acteurs de la société civile par rapport au mais aussi par rapport à son pendant officiel, c'est-à-dire la cellule Déméter, c'est qu'il y a une demande de 13 associations, et on voyait qu'on retrouve Foodwatch, Greenpeace, Génération Future, mais aussi Polinis, donc des acteurs qui sont engagés contre les pesticides en partie, qui demandent la dissolution de cette cellule. Et il y a aussi des reportages qui ont été faits dans la presse sur les pressions qui sont faites sur les associations environnementales au travers de la cellule, notamment des convocations à la suite de reportages où on va demander toute action de tout reportage qui est mal perçu par un acteur agricole devient l'objet d'une poursuite ou d'une convocation. Donc là, vous avez le texte d'un juriste d'une association qui essaye et qui est aussi pour France Nature Environnement, qui essaie de montrer un petit peu ces pressions qu'il a subies à la suite d'un reportage. Alors, je vais conclure. Alors, j'ai mis raison et sentiment. Alors, il y a des raisons, mais il y a aussi un sentiment. Et c'est le terme sentiment qui revient très souvent lorsqu'on parle d'agribashing. Alors, est-ce qu'on peut, peut-on parler d'agribashing en France ? C'est un peu un double mot. Est-ce qu'il y a un agribashing? Est-ce qu'il y a un phénomène d'agribashing qui est observable ou pas? Et d'autre part, est-ce qu'on peut en parler en tant que tel? Est-ce qu'on a le droit de poser la question de l'agribashing? Sur certains acteurs, parler le terme fait polémique. C'est pour ça que je pense qu'on pourrait l'observer sous le sens de la formule, c'est-à-dire telle qu'elle a été définie par Alice Crick-Planck et par d'autres chercheurs en sciences du langage. C'est un terme qui traduit des enjeux politiques et sociaux, très net, très affirmé. Il circule dans le débat public, il circule au travers des médias, il a été fortement médiatisé, même si on voit qu'actuellement l'attention est un petit peu moins forte, mais parce qu'il avait été médiatisé par réponse à des enjeux politiques et sociaux. Il y a eu un processus de figement, parce qu'au départ, effectivement, on parlait d'agriculture bashing, et à terme, c'est le terme agribashing, donc ce mot valise entre agriculture et bashing, l'action d'attaquer qui s'est figé. Et puis, il y a un caractère polémique, profondément polémique, parce qu'il y a des discours idéologiques, il y a des oppositions idéologiques, il y a une polarisation autour de ce terme. Certains disent ça n'existe pas, d'autres disent ça existe, il faut en parler. Donc il y a toute cette polémique qui se crée autour de ça, et ça nécessite, à mon avis, un travail plus poussé, envisager notamment des entretiens, des discussions avec les acteurs, à la fois de la FNSEA, pour savoir si le terme est un terme de communication, comme c'est reproché par d'autres acteurs, ou est-ce que, au contraire, c'est devenu un moyen de repousser toute discussion autour de la transition écologique, et en partant de l'idée que le modèle conventionnel, ça devrait être le seul modèle, alors qu'en fait, comme le rappelait à juste titre Ouest France, c'est un modèle qui a 80 ans peut-être, sur 8000 ans d'histoire de l'agriculture de l'humanité. Voilà, merci. Merci beaucoup à toi, François, merci pour le respect des temps. Donc, je pense que c'était intéressant, tu nous as présenté vraiment une recherche entière, même si ce n'est pas encore terminé, comme tu le dis. Donc, j'invite les gens qui sont ici et les personnes qui sont en distanciel à poser leurs questions, s'il vous plaît, assez synthétiques comme questions, pour pouvoir donner le temps de répondre. On prendra jusqu'à 11h50 pour cette discussion, pour ne pas être trop en retard. Voilà, il y a Madame Léonite qui peut prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bon, merci pour la présentation très intéressante. Moi, je travaille sur le sujet de transition, surtout dans le secteur de l'élevage, justement en France.
Et ma question là, comme vous avez dit bien clairement, l'élevage est un des secteurs dans le secteur agricole qui était vraiment un des plus attaqués avec l'agrofishing. Donc ma question est-ce qu'il s'agit de toutes sortes d'élevage ou est-ce qu'on peut faire une différenciation entre l'élevage qui est ce qu'on appelle l'élevage à batterie, surtout les vaches, ou si ça touche aussi l'élevage, par exemple, des ovins, qui est plus élargi, enfin, il y a une différenciation plus forte dans le secteur. Et la deuxième question très vite, est donc sur le secteur ovin, il y a un problème, enfin, depuis longtemps, sur écolisation des régions de montagne et une controverse très forte sur la présence de loups qui a produit pas mal de problèmes sur le bien-être des éleveurs et qui est un sujet de forte lutte entre les associations des éleveurs, mais aussi avec les États, les départements et la politique européenne. Donc, si vous pouvez commenter ça, s'il vous plaît. Alors, sur la question de ce qui ressort du corpus, mais ce qui ressort aussi d'autres travaux que j'ai pu mener auprès d'associations type L214, dans le corpus, l'élevage, c'est plutôt l'élevage intensif à chaque fois qui est mis en discussion. Donc les formes d'élevage en batterie. Alors, c'est souvent les élevages de volailles qui reviennent parce que c'est là où il y a eu les intrusions. C'est même un élément qui est mis en avant dans la communication de l'État en disant il y a eu une intrusion qui a causé plusieurs milliers de morts dans un élevage de volailles à cause de la panique que ça a pu causer. Donc, c'est sur ces formes-là, donc il y a essentiellement l'élevage intensif qui revient très, très, très clairement dans ça. Et après, ça va dépendre des mouvements. Il y a des mouvements qui sont plus radicaux dans les mouvements antispécistes. Et les mouvements qui sont, de toute façon, quand ils sont antispécistes, au départ, c'est pour l'amélioration des conditions du bien-être animal. Et c'est souvent sur ça que les agriculteurs répondent en disant « mais on a fait beaucoup déjà pour améliorer le bien-être, on a répondu à des normes, à des chartes, ils en veulent de plus en plus, ce qu'ils veulent c'est tuer notre métier ». Donc il y a cette tension qui se crée autour de ça, donc à ce niveau-là. Et des mouvements qui à côté sont des mouvements idéologiques, vegan, donc pro-vegan, pour qui c'est l'abolition en fait de l'exploitation de l'animal par l'homme qui est l'objectif final. Donc ça peut dépendre des mouvements. Il y a des mouvements qui sont moins radicaux, il y en a d'autres qui sont plus radicaux que L214, qui vont aller jusqu'à taguer, attaquer les acteurs. Donc là, il y a quelques cas, mais très peu, très médiatisés, mais très peu non, quand même présents. Et c'est plutôt l'intrusion en général ou le sentiment de peur en général que ça suscite. Alors sur la question du loup et du pastoralisme, alors je pense que je n'ai pas de réponse là-dessus, mais Michael Chambru, qui devrait, je crois qu'il intervient, si je ne me trompe pas, Andrea, oui, pourra sans doute vous répondre parce que lui, il a fait un travail sur la montagne et sur les usages de la montagne et des conflits d'usage autour de la montagne et notamment sur le loup. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien sur le loup. Donc je lui transmets virtuellement la question parce qu'il aura vraiment des réponses sur ce sujet-là. Il a vraiment travaillé dessus et là, c'est pas revenu sur le corpus en tout cas. Alors, moi, je l'ai pas vu apparaître, mais après, je ferai une recherche pour voir si le terme loup et les questions des ovins reviennent. Mais c'était pas apparu très nettement, en tout cas. Ok, merci. Monsieur Chambrou communique dans l'autre salle, donc la Moret 70. Donc si quelqu'un est intéressé, c'est le dernier de l'autre. Mais évidemment, vous pouvez entrer en contact avec lui. Ok, donc il y a 2 questions et puis il faudra clôturer. C'est même un peu risqué. Donc il y a une question de la salle que je vais après résumer parce qu'il ne vous entend pas. Merci pour votre présentation. J'entends la question, oui. C'était intéressant. Je vais essayer d'être assez court. Oui, merci. Donc vous avez fait vos recherches sur le terme même de l'agribashing, si j'ai bien compris. Oui. Maintenant, la question que je me pose, ne serait-ce pas plus intéressant d'aller voir vraiment ce discours, le narratif de l'agribashing même,
parce que je présume que les gens ou les acteurs qui utilisent ce discours ne vont pas le qualifier comme de l'agrobashing, ne vont pas utiliser ce terme dans le discours même. Donc, ne serait-ce pas plus intéressant d'aller voir le discours plutôt que de faire une analyse du terme? Oui. Donc, je ne sais pas si tu as entendu, François. Oui, j'ai entendu la parfait. question. Donc, effectivement, alors, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, parce que c'est un terme qui est revenu plusieurs fois lors des discussions que j'ai pu avoir en amont de cette étude avec des acteurs du monde agricole et des acteurs dans le milieu environnementaliste et antispéciste. C'est un terme qui est revenu et qu'on m'a souvent dit, voilà, d'un côté on me disait, bah, il y a de l'agribashing, l'autre on me disait, en fait, on nous parle d'agribashing en ce moment, mais c'est un terme de communicant, etc. Donc je me suis intéressé de savoir qu'est-ce qu'il était, pourquoi est-ce qu'il circulait et comment est-ce qu'il circulait dans les médias. Mais effectivement, en général, hein, dans le corpus en tant que tel, alors je n'ai pas eu le temps de lire l'intégralité du corpus des 1300 articles, mais il y a des discours, des verbatims, qui vont donner en fait une définition de ce que c'est ou ce que les gens considèrent comme être de l'agribashing. Donc ça, c'est un travail supplémentaire que j'ai prévu de mener, notamment en utilisant le traitement automatisé du langage et ce qu'on appelle du clustering, pour trouver et du topic monitoring, pour trouver les clusters de topics qui vont s'agréger autour du terme agribashing, et donc pour essayer de comprendre quels sont les discours effectivement qui arrivent à cette traduction, à cette définition de ça, c'est de l'agribashing. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Il y a souvent, voilà, ce qui se passe là, c'est de l'agribashing. Ou au contraire, un discours, et là, ça c'est des travaux en entretien informel, mais qui ne sont pas formalisés dans ce corpus-là, où on nous dit, mais en fait, on n'a plus le droit de dire ça, parce que dès qu'on dit ça, on est qualifié, on nous dit qu'on fait de l'agribashing. Donc il y a ce travail-là, effectivement, de discours à analyser, mais là, ce n'était pas l'enjeu c'était de comprendre comment est-ce que ce terme circule, se fige et devient une formule polémique en tant que telle dans la presse, mais aussi entre des acteurs opposés sur des thématiques, hein, pesticides, élevage et autres. Merci. Et donc, Madame Paoun, qui après prendra la parole aussi pour son intervention. Super, merci beaucoup et merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et très salutaire aussi par rapport au déploiement massif du mot qu'on a dans le paysage médiatique. Et j'avais une question concernant plutôt vos recherches futures, puisque j'ai compris que c'était une recherche en cours. Savoir si vous allez étudier les discours politiques pour essayer de comprendre un peu le chemin institutionnel, comment on arrive à une institutionnalisation du terme aussi rapide et aussi efficace quand on voit que la parole scientifique a beaucoup de mal à passer auprès du ministère de l'Agriculture sur la question des pesticides. On se dit, mais il nous faudrait peut-être des clés pour voir comment les acteurs du monde agricole réussissent aussi bien leur coup pour taper dans 2 ministères et obtenir autant de moyens comme vous les avez décrits. Donc ça, c'est plus sur le chemin institutionnel, si vous avez des pistes là-dessus. Et puis après, un autre point sur les déploiements des cellules. Vous avez parlé d'un déploiement plus ou moins zélé en fonction des territoires, de savoir si vous aviez des données pour objectiver ça, dans le sens où si on pouvait trouver notamment le nombre d'interventions qui a été déployées par les cellules sur les différents territoires pour voir où est-ce qu'elles sont plus ou moins actives, etc. Si ça existe, en fait, il y a des observatoires de ces cellules qui sont mis en place. Et un dernier point sur le rôle de la FNSEA, donc, qui est partenaire de ces cellules. Donc, on comprend qu'il cadre le débat. Mais est-ce qu'il ensuite s'incarne dans le quotidien de ces cellules en termes de dénonciation ou d'intervention ou autre dans le déploiement, voilà, de l'intervention de la cellule? Est-ce qu'ils sont aussi partie prenante? Merci beaucoup encore pour cette présentation. Alors, sur ce que je vais dire, alors effectivement, comme le corpus, il est pour l'instant essentiellement médiatique, hein, sur le discours, ce qu'on retrouve en fait au niveau de l'institutionnalisation et de la politisation, en fait, il y a des questions qui ont été posées à l'Assemblée, notamment un député Abad, si je crois que je me souviens bien, qui est un député des Républicains, qui avait posé ces questions à l'Assemblée. En fait, il y a un travail à aller faire sur ça, sur les questions posées au gouvernement, et qui ont amené un petit peu. Donc là, en fait, on voit les voies de lobbying très classiques, hein. On a utilisé des députés proches
des syndicats agricoles qui ont relayé le terme et qui ont donc abouti à ce que le terme soit porté par le discours politique. Donc ça, c'est le premier point. Sur la question de est-ce que c'est zélé ou c'est un petit peu les retours qui viennent aussi à nouveau au traitement de la presse, mais aussi des retours de quelques personnes que j'ai pu avoir, où on me dit, voilà, ça c'est effectivement, c'est actif en ce moment, les associations qui communiquent beaucoup dessus, mais il n'y a pas d'observatoire des actions en tant que tel, hein, il faudrait un observatoire des observatoires, très clairement, et la question est d'aller voir, en fait, dans la partie prochaine, enfin, partie envisagée entretien, de mettre aussi des acteurs de la gendarmerie, à savoir s'ils ont le droit ou pas de communiquer. C'est toujours compliqué là-dessus, hein, sur les données d'intervention, même si après, il y aura sans doute des rapports qui seront faits, parce que comme c'est une cellule, comme on aime bien communiquer sur les statistiques des actions, il y aura sans doute des statistiques et des rapports à faire au niveau des différents départements. Et après, en termes de communication sur ça, il y a des préfectures qui ont très clairement fait de la communication, des cellules d'émetteurs et des observatoires, il y en a d'autres qui ne font pas. Par exemple, les observatoires, il y a très peu sur le ministère de l'Agriculture. Il y a un communiqué de presse qui traîne, et puis après, il y a des communiqués de presse de préfecture qu'on peut trouver, mais pas de communication. C'est plutôt un travail sous-main, donc un travail de police aussi, parce que c'est compliqué entre ce qui relève de l'idéologique et ce qui relève effectivement des enquêtes, des vols et des agressions. Donc il y a plusieurs niveaux. Là, il faut aller auprès des acteurs sur le terrain, et c'est D'accord, merci beaucoup. Évidemment, vous pouvez continuer un échange qui sera certainement très fructueux après. Merci beaucoup à François à l'heure ouverte. Donc,